Ton mec, c'est un vrai aimant à tendresse. Et toi, t'es la juge suprême de ses câlins. Le dossier est ouvert. Une romance secrète avec la jalousie comme pièce à conviction. Si tu veux apprendre à marquer ton territoire avec élégance, ne bouge pas. Le verdict est sans appel. L'exclusivité, c'est la règle d'or. C'est comme ça que commence Marmol Allègre. Et pour éviter que la toxicité nous bouffe, comme c'est le cas pour notre protagoniste, on va plutôt distribuer de l'amour. Donne-moi ma dose de douceur en t'abonnant et en laissant un like pour confirmer que l'exclusivité de cette chaîne, elle n'appartient qu'à toi. Allez, on envoie la sauce. Notre binoclard boute intérieurement. Il l'a mauvaise parce que Kyung-bin, le beau gosse de la bande, l'a royalement ignoré toute la journée. Il a l'impression d'être un figurant qui apprend la vie de son propre pote par des ragots. Même s'il essaie de rester de marbre, il est à deux doigts d'exploser. Soudain, il se stoppe net en le repérant en plein milieu de la rue. Le blond n'est pas seul, il est avec une fille et ils ont l'air de passer un moment génial tous les deux. Regardez-le moi, en train d'accepter des cadeaux avec son sourire de mannequin, tout ça en lui montrant des trucs sur son téléphone. Notre à lunettes sent le sang lui monter à la tête en voyant Kyung-bin rayonner autant, et il décide que là, c'en est trop. Il fonce droit sur eux pour casser l'ambiance, avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il les intercepte pile au moment où il s'apprête à se prendre dans les bras et lui hurle dessus. Il commence à lui faire une scène, lui reprochant de distribuer de l'affection à tout va comme un daron hyper protecteur. Sauf que là, il a clairement mal calculé son coup, le blond à la jambe bandée, et, avec l'élan, il manque de finir étalé sur le trottoir. Le binoclard finit par le rattraper contre le mur dans une pose digne d'un drama coréen, ce qui scandalise immédiatement la fille. Elle le traite de malpropre pour avoir bousculé les gens comme ça, tout en précisant que le blond n'est pas n'importe qui, mais un garçon adorable. Le pauvre, il a voulu jouer les durs et il passe juste pour un gros lourd devant tout le monde. On dirait que la fille savait déjà qui il était, elle l'aborde avec une telle assurance que le gars à lunettes ne comprend plus rien. Le blond lui confirme que c'est bien lui, et l'autre reste sans voix, essayant d'assimiler la situation. On voit bien que Kyung-bin est mal à l'aise et commence à piquer un phare. Ce qui confirme les doutes de notre héros, ce mec lui a déjà tout raconté. Et lui, il est là, à faire tapisserie comme un figurant qui ne sait plus où se mettre. Mais la fille met les points sur les i, il n'y a aucune compète, parce elle ne s'intéresse qu'aux hommes mûrs, et pour couronner le tout, elle lâche l'info fatale en fait. Elle préfère les femmes. Un retournement de situation qu'il n'avait pas vu venir, même avec ses lunettes. Il s'est fait tout un film par jalousie, alors que la jeune femme est juste une vieille connaissance qui venait lui demander des conseils. Après un tel malaise, ils finissent tous les deux dans un café pour calmer le jeu. Kyung-bin s'excuse de ne pas avoir répondu au message, mais entre ses tournages vidéo et l'entraînement, il avait mis son portable en silencieux pour rester concentré. Sauf que l'autre est toujours en mode détective et lui demande pourquoi ils sont si proches. Le blond lui explique alors qu'elle veut entrer dans la police, mais qu'elle galère physiquement. Il l'aidait juste pour les techniques de combat, parce qu'elle n'arrive pas à décrocher sa ceinture noire toute seule. Pourtant, le binoclard n'est pas convaincu, et lui balance qu'elle va jusqu'à lui offrir des fringues. La tension est palpable quand il lui demande pourquoi il a essayé de la prendre dans ses bras, en lui rappelant qu'ils sont en couple maintenant. Kyung-bin, avec son air innocent, sort que c'est une habitude et que s'il n'a pas sa dose quotidienne d'affection, il ne se sent pas bien. En gros, Les mecs marchent à la tendresse, s'il n'a pas son quota de câlins, il dépérit. Le gars à lunettes n'en revient pas qu'il puisse sortir des trucs pareils avec une tête pareille. Il lui propose alors que, s'il a tant besoin d'affection, il n'a qu'à lui en demander à lui. Mais Kyung-bin flippe qu'on les crame au lycée. Notre héros en a marre de se cacher et lui dit qu'il se fiche qu'on les découvre et il préfère ça plutôt que de le voir sauter au cou de n'importe qui dans la rue. Kyung-bin finit par le faire craquer en lui avouant que leur câlin a été le seul rayon de soleil de sa journée. Il s'en veut d'être aussi toxique, alors que l'autre est une crème, il se sent comme la pire des ordures et finit par céder. Il accepte qu'il lui colle au basque au lycée, mais à une condition, ses marques d'affection, c'est pour lui ou la famille, point barre. Il marque son territoire avant que le blondinet ne se mette à faire des mamours au premier inconnu venu. À la télé, il nous bassine avec une histoire émouvante pour attendrir les foules en plein hiver. Un élève du lycée Mium aurait trouvé un sac plein de fric et, au lieu de se remplir les poches, est allé direct au commissariat pour tout rendre. Le proprio a voulu le récompenser, mais le gamin a joué la carte de l'humilité en disant qu'il n'avait fait que son devoir. Un vrai petit saint. La police a sauté sur l'occasion pour se faire un coup de pub gratos en lui remettant un diplôme d'excellence devant les caméras. Et voilà Liane, avec une tête de déterré qui donne envie d'être n'importe où sauf là, pendant que le commissaire prend la pause à ses côtés. Au lycée, tout le monde l'appelle déjà l'ange de Noël. Une de ses camarades le prend en photo en douce pour les poster, parce que ses potes ne croient pas qu'elle traîne avec une star. Liane finit par lui arracher le téléphone des mains, saoulée d'être traitée comme une bête de foire. Mais elle insiste, il est devenu la célébrité du quartier et il va falloir qu'il s'y habitue. Pour couronner le tout, ses potes le charrient en disant qu'avec son air blasé, il ressemble plus à un moine bouddhiste qu'à un ange.
Et ça empire quand on lui annonce que le lycée veut faire de lui l'égérie de leur site web officiel. Pas question de jouer les modèles. Lian fonce en salle des profs pour stopper le massacre avant que sa tronche ne soit placardée partout. Il débarque prêt à taper un scandale, mais son prof l'attendait de pied ferme avec une toute autre idée en tête. Sans lui laisser placer un mot, il lui présente Baek Yugon, un élève qui était en congé maladie depuis la rentrée. En voyant le nouveau, Lian reste scotché. Entre son masque et son regard vide, le mec est plus pâle qu'un cachet d'aspirine. Vu que Lian a une réputation d'ange, le prof lui refile d'office le rôle de tuteur, persuadé qu'il est le plus responsable pour s'en occuper. Lian veut juste qu'il abrège pour ne pas rater les cours, mais le prof s'esquive d'une tape dans le dos, les laissant dans un silence de mort. Lian essaie de se montrer sympa, mais à peine lui effleure-t-il la manche que le nouveau le recadre direct avec un regard noir. Il lui balance froidement qu'il a horreur qu'on le touche, laissant Lian s'excuser presque d'exister. En marchant, il remarque que le gars est une vraie brindille. Il est tellement maigre qu'on dirait qu'il va s'envoler au moindre coup de vent. La sonnerie va retentir dans 2 minutes et Lian commence à stresser. Sauf que le cure-dent masqué est moins pressé qu'un paresseux. Il lui sort qu'il n'a aucune intention de courir, vu que les profs sont toujours à la bourre. Lian insiste, rappelant qu'il est responsable de lui sur ordre du prof, et c'est là que Yujon sature. Il se rapproche de lui, l'intimide et lui fait comprendre qu'il n'en a strictement rien à carrer de ses états d'âme. Pour éviter tout contact physique, Lian finit par l'attraper par son sac à dos et le traîne de force dans le couloir, débarquant en classe pile au moment où ça sonne, sous les moqueries des autres qui lui rappellent la fois où il aurait chialé parce qu'il était arrivé en retard. À peine entré, les curieux sautent sur le nouveau pour l'interroger sur sa santé, mais Yujon sort les griffes et les remballe direct, sans prendre de gants. L'ambiance devient tellement glaciale que le prof entre en demandant s'il y a un enterrement ou pourquoi il fait si froid ici. Lian l'observe depuis son bureau, passant de l'agacement à une certaine pitié en un clin d'œil. Il se dit un instant que débarquer en plein milieu de l'année doit être un vrai calvaire, mais son empathie s'évapore aussitôt. Après tout, si le nouveau a décidé de jouer les rabat-joie, c'est son problème. Il n'a qu'à se débrouiller. Et puis, si ce type attire tous les regards, on lui foutra peut-être enfin la paix à lui. Pendant que Lian se prépare, sa mère se pavane comme un pont, toute fière d'avoir un fils aussi célèbre. Elle a une réunion de parents d'élèves aujourd'hui, et elle jubile, tout le monde veut soudain devenir l'ami de la mère de la star du lycée. Lian part en cours en la suppliant, pour l'amour du ciel, de ne pas forcer sur la bouteille cette fois, parce que c'est toujours lui qui finit par devoir s'excuser pour ces scènes embarrassantes. À peine sorti de chez lui, il a la confirmation que les murs de l'immeuble sont en carton. Il entend parfaitement la voisine d'à côté hurler sur le jeune Nara tout en lui massacrant les cheveux. Le pauvre n'a même pas un instant de répit, même enfermé dans sa propre chambre. Dès qu'il met un pied en classe, un camarade blond, plus mélodramatique qu'un acteur de soap-opéra, lui tombe dessus. Apparemment, le nouveau Baek Yujon est arrivé avec une attitude glaciale et se retrouve au centre de tous les potins de la classe. Comme tout le monde s'ennuie, on lançait un défi qui osera adresser la parole au nouveau sans se faire rembarrer violemment. Yujon les envoie tous paître les uns après les autres. Certains disent qu'il est timide, mais la vérité, c'est qu'il a autant envie de socialiser qu'un lundi matin à 7 h. Le roi du drame pousse Lian sur le devant de la scène pour que ce soit son tour de tenter sa chance, pendant que les autres s'installent confortablement pour assister à son humiliation en haute définition. Lian essaie de sortir sa diplomatie habituelle en expliquant que tout le monde veut juste être sympa, mais le nouveau le coupe net, sans aucune forme de politesse. Notre protagoniste reste planté là, se sentant idiot d'avoir voulu jouer les bons samaritains. Mais alors qu'il s'apprête à tout envoyer balader, l'autre finit par baisser la garde. Il s'excuse d'avoir été si brusque et avoue qu'il était trop pressé pour l'écouter, une façon très polie de lui faire comprendre qu'il est si insignifiant qu'il n'avait même pas remarqué sa présence. En remarquant les bleus de Yugjeon, Lian commence à en faire des tonnes et prend la situation beaucoup trop au sérieux. Il s'inquiète si ses parents le voient dans cet état, ils vont s'imaginer que le gamin est victime de harcèlement. Yujon n'en peut plus et lui demande de circuler, estimant que ses excuses suffisent largement. Mais Lian ne bouge pas d'un poil. Il est tellement angoissé qu'il propose même de lui payer le médecin pour ne pas inquiéter sa famille. Il ne capte pas que l'autre n'a qu'une simple égratignure. Il est tellement coincé que si Yujon lui avait dit qu'il mourait d'amour, il lui aurait sûrement demandé ses papiers de mutuelle pour couvrir les frais d'obsèques. Yujon n'arrive pas à croire qu'il ait pris cette histoire de harcèlement autant au premier degré. Le garçon ténébreux lui demande de s'approcher et l'autre, persuadé que le deuxième round commence, avance le visage en attendant l'impact. Mais Yugjeon lui tapote juste le front pour enlever la poussière de craie dans ses cheveux. Il lui balance qu'il a l'air d'un parfait imbécile et qu'il devrait arrêter de faire tout un plat pour un bleu qui ne va tuer personne. Il le prie de dire aux autres relous de se calmer et s'en va, laissant Lian avec le cerveau totalement buggé. Pendant ce temps, le reste de la classe est aux premières loges, savourant le spectacle comme au cinéma. Ils n'en reviennent pas que l'asocial du groupe ait eu la plus longue discussion de sa vie et s'imaginent déjà que Lian l'a dans le collimateur. Lian retourne s'asseoir, les neurones grillés et l'air de ne plus rien comprendre à ce qui lui arrive.
Ses camarades le bombardent de questions, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Il en profite pour s'éclipser aux toilettes afin de se laver le visage et essayer de faire redescendre la pression. Il se dit qu'au moins, tant que tout le monde fixait le nouveau bizarre, lui a pu passer inaperçu. Ange de Noël veut juste garder sa réputation intacte et surtout ne pas être associé à ce drôle de type. Mais la chance n'est pas de son côté à la sortie. Il tombe à nouveau sur lui, pile devant l'ascenseur. C'est ce genre de moment gênant où les regards pèsent des tonnes et où le silence s'étire à n'en plus finir. On dirait que le destin s'acharne à les réunir et n'a aucune intention de les lâcher. Hujon est affalé en pyjama quand il lâche sa petite bombe. Un mec de son lycée habite sur le même palier. Sa mère, en pleine séance de sport, manque de s'étouffer d'émotion. Elle se fait déjà des films, ravie à l'idée que son fils se soit enfin trouvé un ami. Sauf que pour lui, le bahut n'est qu'un défilé de gens bruyants qui ne l'intéressent pas le moins du monde. Il a beau lui assurer qu'ils se sont à peine parlé, il a déjà catalogué Liane comme un type désespérément banal. C'est là que le père rentre, mais tout le monde s'en fout. La nouvelle du voisin a monopolisé toute l'attention et le pauvre homme se retrouve relégué au rang de meuble. De l'autre côté du couloir, Liane est vautrée sur son lit, essayant de digérer la rencontre. Il n'arrive pas à croire que le bizarre au masque vive à 2 pas de chez lui. Il rumine encore cette attitude hautaine qui lui est restée en travers de la gorge. « Rentre bien », lui avait balancé l'autre avec un petit sourire qu'il avait laissé sans voix. Liane a décidé qu'il ne voulait plus jamais croiser ce type. Mais sa propre maison n'est pas vraiment un havre de paix non plus. Sa mère rentre d'une réunion de parents d'élèves avec un ego surdimensionné. Elle a montré à tout le monde les vidéos de l'époque où il était le célèbre Ange de Noël, l'affichant devant tout le quartier en un claquement de doigts. Elle lui répète qu'il est sa fierté, mais tout ce qu'elle gagne, c'est que son fils a envie de disparaître sous terre. Il décide de passer à table pour calmer le jeu, même si ce genre de discussion finit toujours par donner mal au crâne. Le lendemain, la poisse rattrape Liane dès le réveil. Il tombe sur Hujon à peine le pas de la porte franchi. Et l'autre a apparemment décidé d'être d'humeur bavarde aujourd'hui, car il lui colle au basque sur tout le chemin du lycée. Il lui sort l'excuse la plus bidon du monde comme ils vivent dans le même immeuble, autant faire la route ensemble. Louche à souhait. Hujon en profite pour lui lancer une pique, lui demandant s'il est vrai qu'il se met à pleurer dès qu'il arrive en retard. À cet instant, l'image d'Ange de Liane part directement à la poubelle à cause des ragots. Le gars au masque lui dit de ne plus l'attendre et trace sa route, le laissant là, planté avec une rage qu'il a du mal à contenir. En classe, ça ne s'arrange pas. Un camarade ne décolle pas de son bureau et l'abreuve de conseils sur la conduite à tenir, le couvant avec une intensité assez flippante. Pendant ce temps, le reste de la classe raconte que Liane est un saint d'essayer de s'approcher du nouveau bizarre qui vient d'arriver. Aux yeux du monde, il reste l'affiche officielle du bon samaritain qui aide les marginaux. De retour chez lui, il tente d'oublier sa journée en mangeant des fraises en pyjama, mais sa mère débarque avec une corvée pour achever de lui. Pourrir la soirée, elle l'oblige à se changer pour aller distribuer des gâteaux de riz aux voisins. C'est un traquenard pur et simple. Elle veut juste utiliser son image de fille parfait pour briller auprès du voisinage et pour que les autres mères continuent d'envier son petit trophée. Liane se retrouve devant la porte du voisin, réalisant qu'il sert de bouclier social. Sa mère l'a envoyé faire la tournée uniquement pour se pavaner, parce que rien ne renforce plus les liens familiaux que d'utiliser son gosse comme livreur gratuit pour nourrir son propre ego. Le moral dans les chaussettes est lassé de jouer la comédie pour les autres. Il se dit que ses services rendus à la famille finissent toujours par se retourner contre lui. C'est quand même la loose de finir par servir de coursier pour l'ego de sa propre mère. Tout comme le héros doit se coltiner la livraison de gâteaux de riz à tous les étages. Vous, balancez-moi un max de leaks pour que l'algorithme soit un amour avec nous. Abonnez-vous direct et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous voulez que je vous raconte. Allez, salut!